Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'Afrique Midi. Bienvenue, les titres. De brefs affrontements ont eu lieu dimanche, jour de Pâques, dans un bidonville de Nairobi, la capitale kenyane, après la confirmation par la Cour suprême de la victoire d'Uhuru Kenyatta. Le nouveau président a lancé un appel à l'unité. En République centrafricaine, le Premier ministre Nicolas Tiangaye a formé hier un gouvernement d'union nationale composé de membres de la rébellion, d'anciens opposants et de membres de la société civile. Le président Michel Djotoja garde le portefeuille de la défense. Je vous le disais dans les titres, le calme est revenu au Kenya. De brefs affrontements ont eu lieu dimanche après la confirmation par la Cour suprême de la victoire d'Uhuru Kenyatta à la présidentielle. À Nairobi, la capitale, des jeunes partisans de Raila Odinga s'en sont pris à la police. Le nouveau président Kenyatta a lancé un appel à l'unité. Pâques oblige, c'est dans cette église que le nouveau président s'est pour la première fois adressé au pays, expliquant vouloir travailler pour tous les Kenyans, y compris ceux qui ont contesté la régularité du scrutin. Il a appelé le pays à l'unité. Je saisis cette opportunité afin de remercier tous les Kenyans pour cette paix que nous avons réussi à maintenir. C'est cette paix qui va nous permettre, en travaillant tous ensemble, de réaliser les rêves, les buts et les aspirations de tous les Kenyans, quels qu'ils soient. Une paix relative, puisque dimanche encore, des échauffourées ont éclaté à Kisumu, fief du candidat malheureux Raila Odinga. La veille, la répression policière avait fait 2 morts parmi ses partisans qui protestaient contre la décision de la Cour suprême. Ils ont soudoyé le président de la Cour. Même les enfants ont vu qu'ils avaient volé les élections. Ils ont utilisé des documents falsifiés. Toutes les preuves étaient devant nos yeux. Même si Raila Odinga a reconnu sa défaite, le pays retient son souffle, car les violences de 2007 lors du dernier scrutin sont encore dans tous les esprits. 2 mois de tuerie interethnique qui avaient fait plus de 1000 morts et 600 000 déplacés. Uhuru Kenyatta est d'ailleurs accusé de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale de La Haye concernant ces événements. Plus d'une semaine après le coup d'État, la Centrafrique s'est dotée d'un nouveau gouvernement. Un cabinet d'union nationale composé de membres de la rébellion, d'opposants et de personnalités de la société civile. Sur les 34 membres, 9 sont issus de la Seleka, 8 de l'ancienne opposition et puis il y a un ex-proche de François Bozizé. Les 16 autres membres viennent de la société civile. À noter que les ministres de la Seleka sont aux postes clés, le pétrole, la sécurité ou encore la défense, qui revient au nouveau président Michel Djotoja. Et après la formation de ce nouveau gouvernement, les Centrafricains espèrent sans doute la relance de l'économie nationale. Et ce ne sont pas les ressources naturelles qui manquent. Le pays dispose d'importantes réserves de pétrole, d'uranium, d'or et surtout de diamants. Avec le retour au calme, la filière du diamant pourrait retrouver sa place d'un des moteurs de l'économie nationale. De la Centrafrique, l'une des principales zones diamantifères du pays, que la rébellion de la Seleka a démarré. Ici, comme ailleurs en Afrique, les pierres précieuses ont contribué à financer l'effort de guerre. Diamantaires et rebelles font bon ménage. Ça c'est vraiment Seleka. Pierre là c'est bon, ça c'est pierre bon. Moi aussi j'achète des diamants. Seleka, elle aussi a chargé le diamant et nous travaillons le diamant aussi. Nous travaillons des diamants beaucoup, c'est là que nous pouvons trouver les munitions et puis nous achetons des armes. C'est comme ça. La guerre a ralenti les activités des diamantaires. Ismaël est collecteur. Il a longtemps acheté, non sans mal, des pierres précieuses en zone rebelle. Si c'est la population qui nous amène, on achète. Si c'est les rebelles qui nous amènent, on achète. Parce qu'ils ont besoin de l'argent. Et nous, on a besoin de produits, nous sommes obligés d'acheter. C'est du business. Oui, c'est du business. Et ces derniers temps, c'était difficile parce qu'il n'y a pas assez de diamants. Et il n'y a pas d'argent aussi parce que les gens ont peur d'investir. Et on a tellement souffert, sérieusement. Aujourd'hui, les diamantaires espèrent une reprise rapide de leurs activités.
Badika est le premier bureau d'achat privé centrafricain de diamants. Ses dirigeants interpellent les nouvelles autorités. La sécurité, ça c'est primordial. Il faut que sur l'ensemble du territoire on ait la sécurité, qu'on puisse circuler tout à fait librement. Ce diamant qui est exporté avec 12% de taxes à l'exportation, est des plus chers au monde. Si nous ne prenions pas les risques que nous prenions, aujourd'hui l'État ne pourrait pas avoir les devises qu'il reçoit. Avec une production officielle de 300 à 400 000 carats par an, entièrement artisanale, la Centrafrique exploiterait, selon les experts, moins de 1% de son potentiel minier. Le roi du Maroc, Mohamed VI, vient de boucler sa visite officielle de travail et d'amitié au Gabon. Le séjour du souverain chérifien en terre gabonaise a été ponctué par la signature d'accords bilatéraux. À son départ, il a été salué par le président de la République, Ali Bongo Ondimba. C'est une journée particulière pour l'amitié gabono-marocaine. Dans ce véhicule officiel, le souverain chérifien. Arrivé au terme de son séjour dans notre pays, le roi Mohamed VI regagne le Maroc. Pour le saluer à son départ, le président de la République, chef de l'État en personne. La présence d'Ali Bongo Ondimba ici est la preuve de l'excellence des liens qui unissent les deux hommes, au-delà des nations qu'il dirige. Le Gabon et le Maroc, depuis plusieurs années, entretiennent une relation historique. Le séjour du souverain chérifien en terre gabonaise a été ponctué par la signature d'accords de partenariat. L'enjeu du développement, bien sûr, est une préoccupation essentielle pour les deux personnalités. La visite bilatérale du roi Mohamed VI est la première depuis l'arrivée au pouvoir du président Ali Bongo Ondimba. Elle constitue une étape supplémentaire dans le processus de consolidation de cette amitié et de ce lien quasi filial. Ainsi s'achève donc le séjour du roi du Maroc au Gabon. Le départ, ou plutôt l'envol de cet appareil vers le royaume chérifien, marque le début d'une ère nouvelle dans cette amitié entre les peuples gabonais et marocains. Une ère encore plus prometteuse et véritablement chargée d'histoire pour l'avenir. Pendant ces temps sur place au Maroc, le gouvernement est confronté à la grogne économique et sociale. Le pays est toujours à la traîne de ses voisins maghrébins et la crise économique mondiale aggrave la situation. Le royaume va devoir mener rapidement d'importantes réformes concernant les retraites, mais pas seulement. Ils ont défilé dans les rues de Rabat sous la pluie, à l'appel des deux principaux syndicats marocains. 3000 manifestants selon la police, entre 5 et 10 000 selon les organisateurs. Tous protestent contre la politique du gouvernement Benkiran. Un gouvernement sourd aux revendications sociales selon eux. C'est un gouvernement qui n'est pas à l'écoute. Mais s'il n'écoute pas, bien sûr qu'on reviendra dans la rue. Les manifestants expriment surtout leur inquiétude face à une situation économique et sociale tendue. Chômage en hausse, croissance économique contrariée par la crise mondiale et surtout un déficit public important qui pousse le gouvernement à mener une politique d'austérité. Dans cette entreprise de Casablanca, les affaires tournent bien, mais cela n'empêche pas les salariés de s'interroger. Les syndicalistes reprochent au gouvernement de ne pas défendre les droits des travailleurs. La sécurité sociale et les retraites sont actuellement les principaux soucis. C'est sur ces points que les syndicats concentrent leurs négociations avec le gouvernement. Le Premier ministre planche en effet sur une réforme des retraites. Mais comme celle de la justice ou de la fiscalité actuellement en cours, ce processus est long et incertain. Surtout les Marocains craignent la hausse des prix. L'État a prévu de baisser ses subventions aux produits de première nécessité. 1 an et demi après son arrivée au pouvoir, c'est à un tournant difficile qu'est confronté le Premier ministre islamiste Abdelila Benkiran. C'est un véritable déluge qui s'est abattu sur l'île Maurice. 15 cm de pluie sont tombés en 1 heure et demie sur la capitale Port-Louis. Au moins 10 personnes ont perdu la vie. Emporté comme un simple morceau de bois. Un déluge de pluie s'est abattu sur la capitale de l'île. En quelques minutes, les rues de la ville se sont transformées en torrents. Les tunnels sont rapidement devenus des pièges. 6 personnes sont mortes noyées dans celui-ci. Un passant filme avec son téléphone, le souterrain est totalement submergé.
Les passagers de ce bus bloqués par les flots sont évacués. Il faut abandonner sa voiture et fuir coûte que coûte. Il y avait tellement d'eau qu'il y a plein de gens qui ont traversé l'autoroute pour rejoindre l'autre voie vers Port-Louis. L'intensité et la rapidité des précipitations ont largement dépassé les prévisions des services météo. Le Premier ministre mauricien a annoncé que demain serait un jour de deuil national. Et on termine ce journal par le sport. Le tirage au sort de l'Afro-Basket 2013 a eu lieu à Abidjan en Côte d'Ivoire ce week-end. Les épreuves se dérouleront du 20 au 31 août prochain. La Côte d'Ivoire a été logée dans le groupe A avec l'Égypte, le Sénégal et l'Algérie. Le tirage au sort du championnat d'Afrique des nations de basketball n'a pas été clément avec la Côte d'Ivoire. En effet, le pays hôte de l'Afro-Basket 2013 a hérité de l'Égypte, du Sénégal et de l'Algérie dans le groupe A. Et pourtant, les Ivoiriens ambitionnent de remporter cette compétition prévue du 20 au 31 août à Abidjan. Dans le groupe B, a priori moins relevé, les Tunisiens tenants du titre seront face aux Marocains, 8e en 2011, aux Rwandais et aux Burkinabés, dont c'est la toute première phase finale. Dans le groupe C, on trouve l'Angola, favorite du tournoi, la République centrafricaine et deux autres pays lusophones, le Mozambique et le Cap-Vert. Dans le groupe D, la lutte s'annonce acharnée entre un Nigeria convaincant aux derniers Jeux Olympiques, un Cameroun et un Mali solide et un Congo-Brazzaville moins connu. Cette cérémonie de tirage au sort de l'Afro-Basket 2013 a été rehaussée par la présence du président de FIBA Monde, Ivan Maïnini, tout le Gotha du basketball africain, sans oublier le ministre ivoirien de la promotion de la jeunesse, des sports et loisirs, Alain Lobognon. Le calendrier complet de la compétition sera bientôt communiqué. En attendant, la Côte d'Ivoire a choisi l'Algérie pour le match d'ouverture de l'Afro-Basket 2013. Voilà qui met fin à cette édition. L'information continue sur le www.africatelevision.com. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur notre chaîne.